Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Église diocésaine. Mon nom est Lise Dugas et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la Journée mondiale du malade. Donc, pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les malades, être attentifs à leurs besoins, une Journée mondiale du malade a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II et est célébrée chaque année le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Dernièrement, le pape François a rendu public son message pour la 28e Journée mondiale du malade. Et cette Journée mondiale du malade, le message du pape François, est centré sur les paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » De Matthieu 11, verset 28. Donc, pour souligner cette Journée mondiale du malade, nous avons en studio un infirmier clinicien spécialiste, Dr. Paul-André Gauthier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super oui, bien. Bon. Donc, nous allons aborder quel sujet aujourd'hui? Bon, on va parler de la santé, on va parler un peu de la maladie, on va parler des objectifs de santé, puis comment on fait une évaluation de malade en santé, puis si on a du temps, parce que 26 minutes, c'est pas très long, on va peut-être aborder d'autres sujets comme le consentement éclairé. D'accord. Donc, comment définit-on la maladie? Il y a différentes définitions, puis ça varie un peu, mais on pourrait résumer ça en disant c'est un état de santé physique et mental par lequel on se sent bien. Et parce que quand on parle de maladie, on dit bon ben c'est quand je me sens pas bien physiquement ou mentalement, on dit oh, ben là je suis malade. Mais c'est relatif en fait définition. C'est plus par rapport, moi j'aime bien regarder comment la personne me dit qu'elle se sent. C'est avec ça que je vais travailler d'ailleurs avec les autres. Puis, dans un sens inverse, comment on définit la maladie? Bon, ben justement, ça va varier encore une fois. Les gens vont dire, bon, ben, quand je n'ai pas cette douleur-là ou quand j'ai pas ce problème-là, je me sens bien. Mais il y a des personnes qui vont avoir de la douleur puis ils vont dire, non, je suis en santé. Parce que c'est un problème chronique avec lequel ils vont faire face puis ils vont gérer. Mais, comme je disais, on revient à ce que la personne, la perception de la personne. D'accord. Donc, comment définit-on un patient et un client? OK. Bon, ben patient, client, malade. C'est trois termes souvent qu'on va entendre du côté français. Le mot malade, moi, je l'utilise couramment. Les personnes avec lesquelles ils se sentent pas bien sont avec nous pour des soins à l'hôpital ou en milieu de soins de longue durée. C'est une personne malade qui requiert des soins. Et le mot patient puis le mot client, moi j'ai plus tendance à utiliser le mot client dans le domaine de la santé parce que c'est une personne avec qui on travaille, qui a des besoins, des préoccupations et qui nécessite des soins sur lesquels on doit négocier avec eux autres et travailler avec eux autres. Un patient, c'est beaucoup plus passif. D'ailleurs, dans des définitions officielles, là, on va voir que c'est une personne qui est dépendante des autres. Et si on veut que la personne demeure elle-même, entière et en contrôle complet de ce qu'elle est comme personne, ben c'est un client. C'est une personne avec qui je vais négocier, me dire, il y a des choses qu'on pourrait vous proposer par rapport à vos soins, est-ce que vous seriez d'accord? Il y a des traitements, des soins, parce que quand elle s'en va à la maison, là, les professionnels de la santé sont pas alentour, là. Elle est seule avec sa famille, avec elle-même et avec sa famille. Donc, si elle ne comprend pas les suggestions qu'on leur fait, ben ils vont pas le faire. Si on n'a pas évalué différents aspects, ben on va dire, ben comment ça se fait que le médecin lui a prescrit des pilules? Moi, je suis infirmier clinicien spécialiste, donc je ne prescris pas de médicaments. Mais le médecin va prescrire des fois des médicaments, des traitements, des choses du genre. Puis le malade, ben il remplit pas la prescription. Ben, c'est quoi le problème? Donc, vois-tu, on va faire ce qu'on appelle une évaluation détaillée. On va aller évaluer le bio, le psycho, le social, spirituel et même la partie sexuelle, parce qu'il y a des maladies qui touchent les organes génitaux. OK? Mais s'il n'y en a pas, on ne touche pas à ça, mais s'il y en a, il faut les regarder avec eux autres. Donc, dans la partie biologique, le corps, quand il ne fonctionne pas bien, soit au niveau de la structure, ou au niveau du fonctionnement, il nécessite certaines interventions. Donc, on va aller évaluer le fonctionnement respiratoire, le déplacement, le fonctionnement de l'intestin, des différentes parties. On évalue ces éléments-là. Si la personne, elle se frappe puis elle se casse une jambe, bien là, c'est au niveau de la structure. Donc, ça se peut que ça nécessite, dans certains cas, une chirurgie orthopédique pour placer l'os, mettre des fois une pièce de métal pour pouvoir maintenir l'os en place. Ou bien, des fois, c'est juste un plâtre.
Vous avez apporté un point important. Donc, chaque situation, vous pouvez faire des C'est très suggestions, différent. mais c'est jamais noir et blanc. Non. Puis il faut faire attention. Si on n'évalue pas correctement la personne, puis avec ce qu'elle va nous dire, ou si elle nous dit pas toute l'information qu'on aurait besoin d'avoir, le défi, c'est que ce qu'on va lui proposer ne sera peut-être pas adapté. Il faut vraiment regarder ces éléments-là et dire, OK, qu'est-ce qui se passe? On évalue les symptômes. C'est pour ça qu'on le fait, on va prendre la pression artérielle, on va évaluer le pouls, on va faire différentes mesures. La personne qui est diabétique, on va évaluer sur le bout du doigt le taux de glucose sanguin, le taux de sucre, pour voir c'est quoi qui se passe. Avant ça, c'était beaucoup plus compliqué. On avait moins de technologie il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais maintenant, on a de la technologie pour nous guider là-dedans, ce qui est beaucoup plus facile. Après ça, la partie psycho, parce qu'on parle de biopsychosocial, spirituel et autres, là, la partie psycho, si on a une personne qui vient se faire opérer, il se peut qu'elle soit très stressée dans son opération. Donc là, ce qu'on fait, on dit à la personne, OK, qu'est-ce que vous savez de votre situation? Parlez-moi de comment vous vous sentez. On évalue ça, là. Est-ce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a de l'anxiété, ces choses-là? Et ce qui est tout à fait normal. Donc, les gens ont tendance à être stressés. Moi, en chirurgie, là, je veux Oui. dire, c'est rare que j'en vois pas qui sont pas stressés, là. Quand je travaillais en chirurgie vasculaire et thoracique, à l'hôpital, ici, là. Donc, on regarde ces éléments-là, puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment d'informations. Ah, d'accord. Et là, on explique. Alors, on se fait telle et telle chose avant. On fait ça pour telle raison. Le chirurgien vous a expliqué pourquoi il va faire ça, puis les chances de succès de votre chirurgie, par exemple. C'est qu'on regarde en détail ces choses-là, puis après. Ce que je vois, ce qui est très, très rare, c'est les gens disent, moi, je ne veux pas savoir parce que ça va me stresser plus. Ça, c'est très, très rare. Vraiment? Oui, On mais penserait que les gens non. voudraient en savoir Quand le moins ils possible. comprennent ce qui va se passer, ils sont moins stressés. Ah, ouais. Quand j'étais en chirurgie thoracique pour le cœur, il y a quelques années, j'avais fait un stage ici à Sudbury. Et puis, avec les malades qui se font opérer pour le cœur, des fois, tu te dis, ben, ça va les préoccuper le coup. Il y en avait, c'est des préoccupations totalement différentes. Ah ben là, je ne serai pas à mon emploi là, pour un bout. Là. Puis là, mon assurance, ça va-tu me couvrir? Je vais-tu avoir tout ce qu'il faut? Là? Puis l'argent va-tu rentrer pour ma famille? Là? Donc, c'était pas la chirurgie Non, comme telle? non. Ça varie d'une personne à l'autre. Mais la partie information, il faut la donner pareil. Là, parce qu'il faut évaluer est-ce que la personne comprend ce qui va se passer. Puis moi, je pose des questions. Des fois, les gens disent, bon, ben là, le malade, le médecin explique quelque chose, puis là, OK, peu importe la chirurgie, il faut que le malade il signe pour dire, je suis d'accord. C'est que là, moi, quand je suis là, je dis, OK, le malade explique, puis le médecin explique, le malade regarde, puis là, il dit, avez-vous compris? Vous avez des questions? Non, tout est beau. Là, il s'en va, il fait signer la feuille, puis il s'en va. Moi, je dis, qu'est-ce que vous avez compris de ce que le docteur vous a dit, là? Vous n'avez rien compris de ça, là, hein? J'ai dit, je vais vous l'expliquer en des termes un peu plus clairs. J'ai dit, il va faire telle et telle chose, puis après ça, telle et telle affaire, puis j'espère que ça va bien fonctionner pour tel aspect. Est-ce que vous êtes d'accord? Il me regarde, quoi? Ben, j'ai signé. Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut que je cours après là, pour lui dire, viens-t'en, parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il ne peut pas faire la chirurgie si vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Parce que c'est ça, là, un consentement éclairé, là, c'est de comprendre ces choses-là. Donc, on aide le malade à ces éléments-là. Puis quand je te parlais d'assurance, là, tu sais, je viens de te parler d'assurance, Oui. couvert, congé de maladie, ça, c'est la partie sociale, biopsychosociale. C'est des éléments qui sont préoccupants des fois parce que les gens disent, ben, il y a tel aspect, là, je ne sais pas. Je vais-tu avoir un congé de maladie approuvé de mon employeur? Mon employeur, il n'approuve pas le congé de maladie. Et dans la région de Sudbury, ici, quand je parle avec les gens, je reste surpris des fois. Dans leur contrat, ils ont droit à aucun congé de maladie. S'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. C'est quand ils ont le rhume, la grippe, parce qu'il y a différents problèmes, là, ils ne sont pas payés. Au lieu de rester à la maison Oui, et se guérir. oui, parce que j'avais demandé à une personne, j'ai dit, ben ouais, mais tu devrais rester à la maison, là, ça va vraiment pas bien ton affaire, là, tu peux pas aller travailler de même. Ben, il dit, je travaille pas, je suis pas payé aujourd'hui. C'est que là, j'ai wow! Des fois, on ne les comprend pas, ces nuances-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir la réponse si on n'a pas posé. Donc, quand ça vient à une chirurgie, c'est encore plus stressant, Ben parce là, que ça c'est demande ça. un plus long congé. Oui, ben les congés peuvent être plus courts, puis des fois, le malade va dire, ben moi, j'ai des assurances, puis là, je suis très stressé, puis la semaine que tu dis que ça va être suffisant, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, là, il faut négocier avec le médecin pour dire, bon, après la chirurgie, là, regarde, là, si tu veux qu'il récupère puis qu'il prenne soin de lui-même, là, il ne faut pas qu'il soit préoccupé juste par ça.
Donc, ça se peut que des fois, ils vont peut-être bien rallonger de quelques jours, une semaine, le congé de maladie, au lieu de le raccourcir trop, là. Parce que souvent, ben pas souvent, il y a des fois, on envoie les gens trop rapidement au travail. Et là, ils retombent malades. Et ils nous reviennent. Là, et la convalescence est encore plus longue dans ce temps-là. Oui, parce que là, à un moment donné, là, il y a des éléments qui peuvent se rajouter à l'hospitalisation qu'il y a déjà eu, parce qu'ils ne viennent pas à l'hôpital juste pour se faire opérer. Là. Ils viennent pour aider à stabiliser leurs conditions de santé. Parce que quand les gens vont dans le domaine de la santé, comme à l'hôpital, par exemple, c'est parce que leur condition de santé, elle est instable ou il y a un problème qui sort dans les marges normales. OK? Un exemple, un diabétique qui nous arrive à l'hôpital, ben là, le pied est en train de tourner bleu. Ben, la gangrène se développe, problème de circulation. On n'attend pas que la gangrène se développe. C'est que là, il y a des chirurgies qui peuvent être faites, puis des examens qui vont nous guider pour la chirurgie, pour dire, bon, ben, il y a un blocage là, qui se développe à cet endroit-là. Là. On va aller débloquer ça, pour éviter que la gangrène poigne dans le pied, là. Parce que ça, j'en ai vu. Puis c'est pas vraiment le fun pour les malades parce que ça crée des inconforts. Le problème de circulation dans les jambes, par exemple, les gens vont marcher puis ils vont avoir les jambes plus molles, plus faibles. Puis surtout l'hiver, là, ils peuvent glisser puis se faire mal. Donc, fracturer. Oui, ils peuvent oui. Et là, ça cause d'autres problèmes, des problèmes cumulatifs. Donc, quand la condition est instable, on va travailler avec les autres pour la stabiliser. Moi, comme spécialiste, dans le domaine de spécialisation que j'ai, moi, je travaille avec les personnes également qui ont des problèmes plus complexes ou dont le problème varie davantage. Parce qu'on n'est pas formé dans toutes les spécialités dans le domaine de la santé. Et on a des infirmières généralistes, là, plus actuellement, les formations dans les écoles infirmières, c'est ça, et des médecins généralistes. Dans le domaine de la médecine, ils ont des spécialités également qui leur appartiennent. Dans le domaine des soins infirmiers, la même chose. On peut se spécialiser dans tous les domaines de soins, incluant la santé communautaire. Okay? J'ai des collègues qui sont spécialisés pour travailler avec les gens en prévention de la maladie, prévention, promotion de la santé, et ça, on l'oublie ça souvent. C'est quand même un aspect très important. Oui, donc l'objectif de tous les professionnels de la santé, c'est de garder les gens en santé. Et si, par exemple, ils ont eu une paralysie, un accident cérébrovasculaire, ou ce qu'on appelle en anglais un stroke, là, bon, ben leur fonctionnement optimal, il va baisser. C'est pour ça qu'on va faire de la réadaptation avec eux autres pour s'assurer qu'on les aide à revenir à un niveau de fonctionnement le plus élevé possible. Quand j'ai travaillé à Timmins en réadaptation et réhabilitation pendant 6 années, ce qu'on remarquait avec les gens qui nous arrivaient soit des accidents d'automobile ou des paralysies à cause de blocage au cerveau, si on ne fait rien, le niveau de fonctionnement il est bas. Puis de temps en temps, ça fonctionne. Mais en faisant de la réhabilitation, on va chercher une capacité plus élevée de fonctionnement. Et ça, on ne peut pas prédire. Les gens disent, ah, elle va bien aller, elle va récupérer comme il faut. C'est pas garanti. Si ça ne fonctionne pas bien actuellement, il faut faire de la réadaptation. Il faut faire des activités avec elle au niveau physique, physiologique, pour pouvoir l'aider à fonctionner. Est-ce que le côté positif du client a tendance à avoir une influence? C'est-à-dire qu'on doit présenter les choses comme elles sont. Il y a des fois des mauvaises nouvelles qu'il faut que le médecin annonce, là, mais je dis toujours, il faut dire la vérité, il faut dire les choses comme elles le sont, puis de guider le malade dans les solutions qui sont possibles. Et moi, je prends l'exemple souvent du cancer, je travaille beaucoup avec les gens avec le cancer, donc dès le début du diagnostic jusqu'à la fin, moi, je peux faire des suivis avec les gens. Donc, au début, le médecin a une mauvaise nouvelle annoncée, vous avez le cancer. Mais n'oublie pas, les gens s'en doutent pas mal, là. Puis souvent, ils disent, bah, ben là, j'ai pas fait ça parce que là, je sais que ça va pas bien, puis j'ai peut-être le cancer, là. Puis là, on imagine souvent le pire. Moi, je dis, attendez pas, là. C'est des choses, allez faire des vérifications. Il y a des choses qui sont quand même, il y a des symptômes ou des aspects qui sont normalement très clairs. Bon, mais attendez pas avec ces choses-là. Et quand l'annonce est faite, le médecin, lui, va proposer des traitements. Par exemple, en chimiothérapie, il va dire, bon, ben tel traitement, les chances de succès, c'est 90%. Bon, les chances de guérir sont bonnes. Là, le malade doit accepter ou refuser. Alors que dans d'autres cas, les chances de succès ne fonctionnent pas très bien, c'est 5-10% de chances de succès, là. OK, là, vois-tu, je ne vais pas dans le milieu, là. Je vais entre les deux, là, pour donner une idée. Les gens disent, ben je vais l'essayer pareil. Ben, on ne vous suggère pas du tout. Puis on va même, dans certains cas, ne pas le faire. Est-ce que l'âge a une influence sur la décision des clients? L'âge, ça varie beaucoup parce que là, on parle des adultes majeurs qui sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et après ça, on a les parents qui prennent des décisions pour les enfants. Le processus de décision, il est le même.
Mais quand ils prennent des décisions pour les enfants, c'est délicat. Moi, je dis aux gens, il faut vraiment se questionner quand on passe à travers ces traitements-là pour dire est-ce qu'on le fait pour la bonne raison. Et quand les chances de succès sont bonnes, ça va bien. Mais j'ai déjà vu du monde pour me dire, là, ce traitement-là, nous autres, on sait, ça va bien, on peut guérir. Puis les gens disent, je ne veux pas. Vraiment? J'ai décidé là, que je n'allais pas avoir aucun de ces traitements-là. Il faut respecter ça. On va vérifier pourquoi, par contre. Il faut vérifier. Dites-moi pourquoi, là. J'aimerais comprendre. Ben moi, j'ai décidé, là, quand ça allait être mon tour, là, ça allait être fini, puis je n'allais pas passer à travers ça. OK? Et il faut respecter ces choix-là. C'est un client. C'est pas un patient à qui je dis, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça quand je te dis, puis c'est ça, là. C'est un élément de collaboration. Parce que de toute façon, la personne qui accepte ou refuse des traitements, c'est elle qui va vivre avec le choix. Parce que si elle accepte la chimiothérapie, elle va aller pour son traitement, elle s'en va à la maison. Elle ne se sentira pas bien dans la semaine, probablement. Ou elle va être à terre, là. C'est que là, la famille doit aider, appuyer cette situation-là. Donc, c'est la partie sociale encore, vois-tu? On doit évaluer ça. Parce que sinon, il va falloir envoyer des soins à domicile. Oui, tout est relié. C'est tout relié. Puis les gens disent, ah non, c'est juste du biologique. Non. Quand tu fais quoi? Plus de 40 ans, je suis dans le domaine, là. Puis, je le vois tous les jours encore. Quand je suis en milieu clinique, les gens me disent telle affaire. C'est relié, puis tu ne peux pas les dissocier. Puis, excusez, après ça, il y a la partie spirituelle, biopsychosociale spirituelle. La partie spirituelle, c'est différent de la partie religion. Parce que les gens peuvent croire en différentes religions. Et là, on n'est pas là pour contester une religion. Moi, je dis aux gens, c'est en quoi vous croyez? Puis c'est quoi votre perception? Parce qu'on n'a pas être catholique, c'est que les gens vont avoir une perception de leur religion par rapport à eux-mêmes qui va varier. Puis là, il y en a qui disent, ben moi, je crois dans ce parti-là, puis là, celle-là, je ne sais pas. Ben, j'ai dit, c'est correct de douter, là. J'ai dit, moi, quand je travaille avec les communautés religieuses aussi, là, je le fais moins, mais je rencontrais des religieuses, puis même des prêtres, dans certains cas avec qui j'avais travaillé il y a plusieurs années, qu'il y avait de la misère en fin de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde avec eux autres la signification de la vie. Vois-tu? La partie religion pourrait inquiéter. Ça prend un conseiller spirituel pour aller explorer ça. Oui, justement, mais un spécialiste la en partie religion. spiritualité, là, vous, là, votre vie, comment ça l'a été? Comment vous voyez là, tout ce qui s'est passé dans votre vie, puis la signification que ça a? Je l'ai fait parler là-dessus. Et là, on se surprend. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un monsieur qui dit, moi, là, je ne suis pas religion, puis je n'en ai pas question, là, puis c'est ça. Je dis, OK, oui, c'est correct, là, tu sais. Moi, je le laisse faire dans son choix, là. C'est pas le mien. Fait que là, il dit, ma vie, là, c'est un échec. J'ai rien fait dans ma vie, là. Mon Dieu Seigneur, j'ai rien fait. OK, quand tu as eu l'enfant, là, 18. Oh my God, OK. Qu'est-ce que tu as fait pour vivre ces 18 enfants-là, là? Puis là, il me parle de tout ça, là, puis là, mon Dieu, puis là, plus ça va, écoute, là, j'ai pas assez de doigts pour compter toutes les affaires qu'il a faites dans sa vie, avec sa femme, puis sa famille, puis tout ça. Ben, j'ai dit, si vous avez rien fait dans la vie, là, moi, je me demande ce que je fais ici, là. Parce que vous avez fait tellement de choses. Il était bon pour son prochain, donc... Ben, écoute, puis non seulement ça, il a fait énormément de choses, mais on ne le réalise pas. Moi, je dis aux gens, voyez-vous, là, ça, là, élever ta famille, subvenir aux besoins, puis travailler avec le monde qui avait des défis dans la famille, j'ai dit, vous avez fait des choses, là, sans vous en rendre compte, parce que ça fait partie d'être dans la famille puis de faire notre part. J'ai dit, vous avez aidé beaucoup de gens, là. Puis j'ai dit, ça, là, ça compte, ça. C'est précieux. C'est précieux. Puis c'est pour ça, dans certains cas, on va demander, surtout quand on est en soins palliatifs, on va dire, apportez l'album de photos. On va parler de la personne. Puis c'est qui ça? C'est quoi ça? Ah ben là, ça me rappelle telle chose. Ça me rappelle telle affaire. J'ai dit, bon, ben voyez-vous, là, c'est ça, là, les souvenirs. Puis les gens disent, hey, j'avais pas pensé. J'avais une collègue, à un moment donné, elle me disait, ma grand-mère ne va pas bien, mais avant qu'elle fasse la démence, là, j'aimerais savoir des choses à son sujet. Puis je dis, pourquoi tu ne fais pas une entrevue avec ta grand-mère? Tu l'enregistres avec une cassette, là? Elle dit, ben, voyons donc. Là, c'est tellement facile avec les appareils mobiles, là, hein, oui, ou bien les petits... envoie la tablette, branche ça, puis tu veux même la filmer, grand-maman, là, tu sais. Posez une série de questions, fais-la parler. Tu vas avoir une image, là, maintenant, c'est une image avec le son sur les choses de la vie. Puis fais-toi des copies, là, parce que là, si jamais ton appareil te lâche, là, tu ne veux pas perdre ce qui s'est fait, là. Donc, tu aurais de l'information sur les choses. Et ce qui est surprenant, je vais un petit peu à côté, là, dans la famille qui est la partie sociale, hein, encore biopsychosociale, là, c'est un des éléments, les gens pensent connaître leurs parents. Ils ne les connaissent pas.
Hein? Ton père et ta mère, là, avant 18 ans, là, avant 15 ans, là, c'est quoi qui se passait avec eux autres? Tu ne sais pas. Quand ils se sont mariés à 20 ans, là, ce qui s'est passé avant le mariage, là, c'est très rare que tu vas en entendre parler. Il y a même des gens qui ne savent même pas comment leurs parents se sont rencontrés. Oh oui! Puis ça, c'est intéressant. Des fois, Oui. ils disent, ben là, je veux pas que ma fille sache ça, parce que là, moi, oh, wow, j'ai trouvé ton père tout de suite, puis là, j'ai eu le coup de foudre, là. Puis, ben oui, mais parle-en à tes enfants de ça. Ça fait des souvenirs également à ta famille par rapport à ces situations-là. Il y en a des fois que c'est moins, comment dirais-je, il y a des gens qui parlent moins. Mais moi, je vais aller chercher par l'humour. Tu te souviens tout à l'heure, là, avant qu'on entre en onde, je te disais, j'utilise l'humour. Oui. Parce qu'avec l'humour, des fois, je vais chercher des choses. Parce que les gens disent, ben non, moi, j'ai vu une vie plate. Ah, ben, comme je te disais tantôt, j'ai vu une plate. Ah, oui, je suis certain que j'avais été très plate, votre affaire. Bon, ben, parlez-moi donc de quelque chose, là. Puis votre travail, là, je vais aller chercher là-dessus. Parce que ces éléments-là, si la personne a l'impression d'avoir contribué à la vie, elle a un meilleur sentiment par rapport à elle-même et par rapport à sa famille. Puis il y a des situations où ça a mal été dans la famille. Mais on n'est pas obligé d'aller creuser là-dedans. Là. Il y a des choses quand même qui ont été positives. Des fois, la personne dit, ben, j'ai besoin d'en parler. Bon, allez-y, je vais vous écouter. Parce que des fois, il y a des gens qui n'écoutent pas. Puis quand les gens parlent comme ça, Ouais. ça peut contribuer à leur convalescence. Oui, parce que ce que j'ai remarqué, puis ce que je remarque encore, les gens qui sont préoccupés par certaines choses ne prennent pas soin des autres affaires. OK? Moi, j'avais une dame, à un moment donné, elle avait une maladie terminale, puis ça avait mal été avant. Et puis, là, elle m'appelait mon petit garçon. Ben non, ça fait longtemps de ça, je travaillais à Montréal. Et là, je vais la voir, je dis, madame, je dis, il y a ces aspects-là au niveau biologique qu'il faut adresser, il y avait de la douleur, puis ci, puis ça, là. Puis j'ai dit, moi, ça m'inquiète parce que je vous vois souffrir, là. Puis, oui, mais inquiète pas, mon petit garçon, là, l'infirmière, elle s'occupe de ça, mes pilules-là, puis tout est beau. Mais là, je dis, c'est quoi qui vous préoccupe? Parce que la préoccupation de la personne, c'est sa priorité numéro un. Moi, je ne parle pas de mes priorités que j'établis avec les autres, là. Mais si je remarque des gros problèmes respiratoires, ben, je dis, dans ma tête, moi, c'est numéro un. Parce qu'il faut l'aider à respirer pour que ça fonctionne mieux. Justement. Mais il faut que j'écoute ce que le malade va me dire, parce que ça, c'est à elle ou à lui, c'est ça, ses priorités numéro un. Je vais lui parler de ses problèmes respiratoires puis traiter ça. Mais là, je dis, elle dit oui, il y a une affaire qui m'empêche de dormir la nuit. Oui! Elle m'a dit, ça ne te regarde pas, là. C'est pas dans le biologique, ça. Mais non, madame, mais j'ai dit, si vous empêchez de dormir, cette affaire-là, là, ben moi, ça me préoccupe parce que vous ne vous reposez pas. Oui. Votre douleur s'intensifie, puis on a plus de problèmes à contrôler votre douleur. Puis quand vous avez bien de la douleur, vous avez de la nausée en plus. Parce que la douleur, des fois, là, il y a un élément de nausée qui peut être associé à ça. Donc là, elle dit, non. Mais je dis, oui. Moi, je dis, parlez-moi de ça. C'est quoi qui vous empêche de dormir, là? Je suis allé explorer cette situation-là, qui était au niveau familial. Et à un moment donné, j'ai dit, on va regarder les options ensemble. Parce qu'elle n'avait regardé, puis ça n'avait pas marché. On regardait les options ensemble. Puis là, elle dit, ben là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai dit, on réessaye certaines choses. On revoit certaines choses avec les membres de votre famille. Ses 4 enfants à elle. Puis quand ça n'a pas marché, j'ai dit, on va essayer les conjointes. Ça a marché. Oh. Une journée, j'arrive, puis elle dit, j'ai plus besoin de toi, là. Je dis, ah oui, comment ça? Ben, elle dit, mon problème est réglé. Je dis, ben, je veux savoir comment vous l'avez réglé, là. Ben, à une de mes bruits, elle était d'accord, puis elle dit qu'elle va s'en occuper de ça. Puis là, elle dit, moi, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Puis là, elle dit, mon petit gars, là, elle m'a rappelé mon petit gars, là, elle dit, j'ai pas besoin de toi, puis tu vas voir, là, ben, elle dit, je sais, je vais mourir, là, puis elle dit, ça m'inquiète pas. Mais elle va mourir en paix. Elle va mourir en paix. Mais elle prenait soin d'elle dans ces moments-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, on l'a vu, là, littéralement, devenir beaucoup plus calme, malgré qu'elle allait mourir. Moi, je trouvais, là, hey, c'est quelque chose, là, elle va mourir, là, je me dis, wow. Non, ça, là, elle avait passé avec la souffrance, puis ces choses, puis elle avait vécu une belle vie, excepté la petite partie à la fin qui a eu un problème. Puis, j'ai pu l'accompagner dans cette résolution-là de son problème. Moi, je me dis, j'ai fait mon petit bout. Parce qu'on ne peut pas faire plus. Puis dans les soins, ben là, moi, je disais au médecin, à l'infirmière, OK, on revit ça, là. On a juste ça. Il y a besoin de plus de médicaments contre la douleur, telle et telle affaire. Ça, je le travaillais avec l'équipe. L'équipe le faisait. Mais avec elle, c'était juste cette partie-là. Donc, je me dis, on accompagne les gens, on les aide à fonctionner au meilleur que possible, hein, au niveau optimal, en fonction de la situation. Puis après ça, ben on va par la grâce de Dieu. Moi, je dis, on n'a pas de choix. On laisse la nature faire les choses. Et notre temps est presque écoulé.
Ben voyons Ça donc, passe on n'a tellement pas fini. vite. Ça passe tellement Faudrait en vite. faire un autre, là. Oui, justement. Donc, j'aimerais vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je suis convaincue que ça va avoir éclairé nos auditeurs et auditrices. Puis, on va probablement se revoir parce qu'on veut parler au mois de mai pour les soins palliatifs. Ah oui, la semaine des soins palliatifs. Oui, ça serait intéressant Oui, de revenir oui. pour ça. Oui. Donc, merci encore une Ça fois m'a fait plaisir. d'être venu en studio pour votre présence. Donc, on accueillait le docteur Paul-André Gauthier, qui est un infirmier clinicien spécialiste. Puis, Ben, ça m'a fait plaisir parce Oui. que les gens, des fois, ont une perception de la maladie puis des services de santé qui sont différentes des nôtres. Puis des fois, si on peut ajouter une petite nuance, ça permet aux gens de réaliser peut-être que, on peut avoir plus d'aide à certains moments donnés. oui. Je vous laisse conclure. Donc, pour la journée mondiale du malade, le pape nous rappelle de personnaliser notre approche à l'égard du malade. Celui-ci atteint dans son intégrité physique, mais aussi dans son intellect, son affectivité. Sa relation a non seulement besoin de thérapie, comme l'a mentionné le docteur Gauthier, Paul-André. Paul-André, mais aussi de sollicitude d'amour. Il s'agit donc, bien sûr, de le soigner, mais surtout d'en prendre soin pour viser une guérison humaine intégrale. Et c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit pour une autre émission de l'Église diocésaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer